Après, c'est des métiers, la conférencier, comme ça. Je sais pas, je trouve ça admiratif de garder l'énergie. Test. C'est pas des choses qu'il a dû sous des formats en faisant évoluer, mais répéter des formes de routine finalement. Ça aurait conduit du changement. Bah oui, parce qu'après. Et on fait quoi ici là? Ouais, ici c'est très bien. Et on va le couper peut-être? Si vous Ouais, voulez ouais, pas. ouais. Tu veux parler? Non. Là, c'était. Ah, ça marche. Ah oui, ouais. Ça marche. Il faut le. Ah, mais il faut c'était bien. l'aider. J'appuie où? C'est ici. Là. Ici. De terminer, ouais. Même si Jean-Noël Chantreuil, c'était aussi dans un autre style. Ah, il était aussi très dynamique, voilà, et il donnait peut-être plus à voir. Lui, c'était vraiment centré sur l'IA, les usages. On entend. Non, on m'entend pas là. Même le panorama, tout ce qui existe. J'entends, c'est bon. C'est bon. L'inverse. On fera un test quand je... On va bientôt redémarrer parce qu'on a un timing qui a déjà très largement glissé. Pour vous rappeler un petit peu ce programme de l'après-midi, on a un temps de table ronde avec tous les directeurs, directrices, caisses nationales, réseaux sur notamment voilà, les différentes politiques de branche en matière d'intelligence artificielle générative. Et ensuite, on a un dernier temps sur, je vous avais dit, un retour d'expérience de Prism IA qui viendra rendre compte de ce qui peut se faire dans d'autres secteurs que le secteur public, la protection sociale. Et enfin, un temps de conclusion, d'éclusion avec Jean-Philippe qui viendra essayer de synthétiser tout ce qu'on a pu voir, apprendre ou tout ce qui a pu émerger. Donc voilà, donc 1 heure avec les différentes directions. Je les laisserai se présenter. On s'était, en préparant la table ronde, dit qu'on pouvait faire deux temps. Le premier temps, c'était que chacun reprécise à travers un pitch assez court comment il porte cette révolution de l'intelligence artificielle générative dans chaque branche, dans chaque réseau, avec 3 ingrédients: une histoire de gouvernance, comment on s'organise, comment c'est organisé, une histoire de doctrine, de charte, de règles, ou pas, d'ailleurs, peut-être qu'il ne faut pas en mettre trop, ce qu'on a vu ce matin, et puis un 3e ingrédient sur l'accompagnement. Voilà, qu'est-ce qu'ils font pour accompagner les collaborateurs et permettre de diffuser cette nouvelle technologie. 2e temps, on reviendra sur des cas d'usage, puisque c'est l'objectif, quels cas d'usage, quels usages de l'intelligence artificielle générative. Et voilà, on se demandera dans le quoi les usages au service de nos assurés, partenaires, usagers, clients. Et puis, 2e temps, les usages au service des collaborateurs. Quoi pour moi? Qu'est-ce que je peux en faire en tant que manager, en tant qu'agent, en tant qu'équipe de direction? Alors, il y a une donnée, je pense que, donc on en a beaucoup parlé, il n'y a pas forcément de connexion Wi-Fi et je n'ai pas non plus de connexion, mon réseau ne marche pas de téléphone, donc c'est pas grave. Je pensais que vous pouviez poser des questions au fur et à mesure par SMS, mais ça on va laisser de côté. On fera un temps de questions-réponses à la fin de l'échange, si on en a le temps. Voilà. Et donc je propose de suivre l'ordre de mes collègues qui sont là autour de cette table ronde, avec Carole Leclerc, directrice innovation digitale à l'URSSAF Caisse Nationale, qui va ouvrir le bal. Ça fonctionne. Bonjour à tous. Ça fonctionne, ouais. Vous m'entendez? Donc pour vous dire que la transformation digitale de l'URSSAF, elle s'appuie forcément sur l'intelligence artificielle et l'exploitation de la data. Et donc depuis 2018, l'URSSAF développe des nouvelles compétences, notamment digitales, mais aussi en data science, pour travailler sur des projets comme tout ce qui est identification des fraudes, donc avec des projets de data mining, mais aussi tout ce qui est optimisation de processus avec des logiques de RPA. Également de l'optimisation financière grâce à la puissance de calcul pour imaginer des scénarios d'investissement financier et bien sûr des nouvelles modalités d'interaction avec les usagers, avec les bots, chatbots, voicebots.
Donc il était naturel que l'URSSAF s'intéresse et s'engage dans l'IA générative, mais avec un mantra bien spécifique, qui est de considérer qu'on va vers l'IA générative sous réserve qu'elle soit une IA d'impact, une IA de confiance et une IA pour et avec les collaborateurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une IA à impact? Déjà, ça veut dire qu'on n'ira pas partout. On sait que ce sont des technologies qui sont extrêmement énergivores, donc on ira vraiment en conscience d'éco-responsabilité, là où on peut créer la différence, là où vraiment il y a de la valeur. L'identification de l'impact, c'est aussi de considérer qu'on ira forcément en mode expérimental pour commencer. Il est absolument nécessaire d'avoir des métriques, être sûr que ça vaut le coup d'y aller, et éventuellement identifier des effets de bord qui feraient qu'on aurait plutôt intérêt à stopper l'expérimentation et ne pas généraliser. Et enfin, l'impact, c'est aussi une gouvernance qui est dédiée sur le sujet au niveau du CODIR de l'URSSAF Caisse nationale, en associant également 5 directeurs d'URSSAF pour vraiment montrer que c'est un sujet qu'on a pris à cœur. Enfin, une IA de confiance. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière cette notion d'IA de confiance? C'est la notion de supervision humaine, parce qu'on a un principe évidemment qui consiste à dire que l'IA doit rester un assistant de l'humain et non l'inverse. On doit garder une parfaite maîtrise de nos expertises et on doit être parfaitement au clair sur ce qui se passe sous le capot en matière d'IA. La question de la confiance, c'est aussi la question de la souveraineté de nos données. Comment on garantit qu'il n'y a pas de fuite de données sensibles, notamment de données individuelles. Et c'est aussi la question de l'autonomie stratégique. C'est pour ça qu'on a plutôt une approche modulaire où on va tout faire pour s'assurer qu'on puisse changer de modèle, qu'on puisse changer d'éditeur quand on choisit des solutions sur étagère et avoir cette autonomie, cette flexibilité qui fait qu'on peut avoir confiance parce qu'on est tout à fait au clair avec ce qu'on utilise. Et enfin, la confiance, c'est aussi la transparence vis-à-vis des usagers, comme nous l'oblige l'IA Act, mais la transparence aussi vis-à-vis des collaborateurs qui peuvent avoir de l'information à tout moment sur les différents projets d'IA générative qu'on met en place et dans une logique de dialogue, de pouvoir leur donner des explications s'ils le souhaitent. Quand on dit une IA par et pour les collaborateurs, ça suppose une acculturation massive. On considère que tous les collaborateurs doivent être acculturés à l'IA. Pourquoi? Parce que les idées de projet, les cas d'usage doivent venir des collaborateurs. On est vraiment dans cette approche où c'est aux usagers, aux collaborateurs en l'occurrence, d'identifier des irritants pour lesquels l'IA générative pourrait apporter des solutions. Et ça, on pense que ça répond à cet objectif d'engagement qui a été évoqué notamment ce matin. Et donc ce mantra IA à impact de confiance par et pour les collaborateurs s'incarne dans une doctrine qu'on a définie en 2023 et qui pose le cadre pour expérimenter, innover avec l'IA générative. Alors vous l'aurez compris, la base de tout pour nous, c'est cette question de l'acculturation des collaborateurs, parce qu'on souhaite embarquer tout le monde, avoir une approche vraiment démocratique et que chacun se sente, que chacun puisse avoir la possibilité d'avoir cette assistance professionnelle, individuelle, sur laquelle se base l'IA dans des cas d'usage bien spécifiques. Et pour avoir cette prise de conscience, on a déployé dans toutes les URSSAF une exposition atelier, Explore IA, qui a été conçue par nos designers facilitateurs du Lab URSSAF, qui avait pour objectif de faire une première étape d'acculturation. Et cette exposition, elle a 4 objectifs. La première, déjà, c'est de comprendre ce qu'est l'IA, d'avoir un vernis technologique pour tous. Le deuxième objectif, c'est vraiment d'apprendre à prompter, donc de mettre le pied à l'étrier de manière très opérationnelle dans un contexte rassurant. Le troisième objectif, c'est le fait de se poser la question de ce que je peux en faire. Et le quatrième, c'est de découvrir cette doctrine. Et donc, c'est un projet de transformation et non pas un projet technologique, un projet de transformation massif et participatif que l'on met en place à l'URSSAF avec enthousiasme et responsabilité et prise de recul. Merci beaucoup, Carole. Deuxième regard sur l'IA générative, le régime agricole. Yannick. Bonjour à toutes et tous. Ça va être compliqué de donner des nouvelles infos après ce que tu viens de présenter, ce qui était très clair et très inspirant par ailleurs. Nous, on a la volonté, en tout cas une conviction plutôt, c'est que
les missions de la MSA, certes, sont sur la protection sociale, mais elles concernent tous les territoires. Et de ce fait, en fait, nous pensons que l'IA peut être un atout pour cela, pour donner plus de services à nos citoyens et par là même à nos adhérents. C'était avant tout, cette conviction était avant tout portée par un comité exécutif à qui on a présenté 10 cas d'usage à l'étude en 2024. Ces cas d'usage, en fait, ils servent à deux cibles. Une évidente, c'est celle de tous nos agents, et une moins évidente, c'est qu'on a beau être une DSI, c'est pas pour ça que nos informaticiens savent utiliser l'IA. Donc ça casse parfois peut-être quelques mythes, pas plus qu'ils réparent les ordinateurs d'ailleurs la nuit pour ceux qui ont des soucis. Et donc cette volonté, elle a été de mettre en place une stratégie autour de l'IA et pour que ce soit efficace, de la coporter. Et donc je suis aujourd'hui tout seul, mais nous sommes deux, Cyrielle et Renaud, pour qui j'ai une pensée et qui est ma voilà, co-directrice avec moi. Donc c'est une co-direction métier SI qui s'est attelée à élaborer une gouvernance reportée donc à un comité exécutif, mais organisée en comité de pilotage autour de l'IA pour capter les besoins à la fois de nos caisses et de nos directions métiers. Et c'est ces travaux en fait qui ont conçu et qui ont permis d'élaborer ces 10 cas d'usage expérimentaux également, parce qu'il faut se faire la main et parce que au départ on ne va pas faire des cas d'usage qui sont très générateurs de retour sur investissement, mais on va plutôt faire des cas d'usage pour créer la structure et l'environnement qui dans le futur va nous permettre d'aller chercher des choses beaucoup plus complexes. Sans surprise, on avait beaucoup d'agents qui utilisaient l'IA dans leur quotidien. Oui, on peut le voir. Et donc, on a fait une première charte qui concernait donc la gouvernance autour de ces fameux comités de pilotage et autour du CDR, donc le comité du réseau, de direction du réseau. Et aussi une charte éthique et IA qui a été communiquée à l'ensemble des collaborateurs dans un but non pas de fermer les accès, mais plutôt d'encadrer l'utilisation qui doit en être faite en interne. Pour ce qui est de l'externe, on a rédigé donc un position paper. Donc, en d'autres termes, c'est un document qui décrit notre vision, quelle est la vision du régime de ce que doit être l'IA. Et dans ces critères, il y a effectivement la frugalité, le fait qu'on ait une IA au juste usage d'énergie pour des justes gains. On y tient beaucoup. Et avec un encadrement sur l'aspect sécurité et juridique qui fera écho peut-être à quelques points qui ont été évoqués ce matin. Ensuite, il y a eu tous les travaux autour de l'acculturation. L'acculturation s'est fait en premier lieu pour nos cadres dirigeants et nos directeurs généraux de caisse. C'était important que ces personnes clés de l'entreprise aient les moyens de répondre à certaines interrogations en premier lieu. Et puis cette acculturation s'est ensuite élargie à l'ensemble des agents au travers de 2 dispositifs, une newsletter mensuelle qui est éditée par l'équipe IA et ensuite de ce qu'on appelle des quick infos, donc des formats de webinaires pour que chacun puisse s'acculturer et démystifier un peu ce qu'on a eu un petit peu ce matin en première partie, démystifier que l'IA n'est pas magique. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce qu'on réalise au quotidien. En tout cas, si je dois résumer en une phrase ce qu'on fait et ce qui nous motive sur l'IA, ce serait de faire de l'IA la plus pragmatique possible et d'aller chercher les gains les plus immédiats et long terme. Vous allez me dire que c'est paradoxal et pourtant, on pourra en détailler tout à l'heure sur les cas d'usage, c'est possible. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Branche famille, Stéphane. Oui, bonjour à toutes et à tous. Pareil, pour ne pas redire ce qui a pu déjà être dit par mes 2 collègues, on partage ce que vous venez de dire sur l'approche pragmatique autour de l'IA générative, parce qu'il ne faut pas oublier que l'IA, c'est plus large que l'IA générative. Il y a aussi de l'IA non générative
et c'est tout un gisement d'applications très intéressant aussi. Mais dans les deux cas, on est sur une approche pragmatique. On ne pense pas que l'IA va tout résoudre et tout révolutionner, tout transformer instantanément. On est plutôt dans une approche où on va tester un certain nombre de choses pour répondre à des questions qui parfois peuvent être ponctuelles, résoudre un problème sur un segment précis, mais qui peut être très utile. Et c'est une démarche d'autant plus pragmatique que le domaine de l'IA évolue très vite, qu'on l'a vu avec les présentations de ce matin, on est presque souvent en décalage et même en retard par rapport aux évolutions, et où on nous décrit des choses qui datent d'il y a 2 ans comme des choses déjà très anciennes. Donc à l'échelle de nos organisations, c'est très difficile de suivre. Donc on est conscient de ce décalage, mais on avance progressivement, prudemment, en étant conscient de ce qu'on fait. Et aussi, on a plutôt choisi, alors de la même façon, on a sélectionné à peu près une dizaine de cas d'usage potentiels, quelques-uns qu'on va réaliser, peut-être plutôt 4 ou 5, plutôt de manière prudente, orientée vers l'interne pour éviter les sujets compliqués de données RGPD, de données sensibles. On a plutôt fait des choix de ce type-là. Par rapport à cette approche-là, en termes de gouvernance, alors nous aussi, on a donc des instances en marge du COMEX qui travaillent là-dessus. Je partage 2 idées pour voir si vous y retrouvez ou pas. En termes de gouvernance, il y a 2 sujets qui nous préoccupaient ou qui nous préoccupent en ce moment. Le premier, c'est que finalement, on a conçu des gouvernances pour les managers, les cadres supérieurs. On arrive à trouver des instances pour se parler. On a moins su créer d'instances tout de suite pour les personnes qui, opérationnellement, travailler sur les cas d'usage. On n'arrivait pas forcément à bien réunir les chefs de projet, à recenser les initiatives. Et donc, on a créé ce qu'on appelle un comité transverse de l'IA qui est opérationnel et qui permet déjà de partager toutes les initiatives qui sont faites au niveau national, mais aussi au niveau de toutes les caisses locales. En fait, on commence à essayer de recenser ce sujet-là parce qu'on s'est aperçu que finalement, on avait beaucoup plus de gouvernance par en haut qu'au niveau intermédiaire. Or, c'est au niveau intermédiaire que vont se réaliser ces cas-là. La deuxième chose que je partage, c'est que nous, on est un réseau, donc la Caisse nationale et le réseau des caisses d'allocation familiale. Comment associer le réseau? Donc nous, on a fait le choix d'avoir une mission qui est pilotée par deux personnes qui sont avec nous aujourd'hui, c'est Louis et Jérôme Rotetta, et qui vont nous aider, je parle là au niveau national, à accompagner cette transformation, pas seulement vue du national, mais vu au niveau des CAF. Les besoins ne sont pas exactement les mêmes. J'en reparlerai, je fais un petit teasing tout à l'heure sur un des cas d'usage qu'on va présenter où le national et le local n'ont pas la même vision et les besoins sont complémentaires et ce n'est peut-être pas les mêmes outils pour répondre. En termes d'éthique, là c'est un peu l'application de la phrase de Mike Horn qui a été citée ce matin, vous savez les 5% du chemin, parce qu'en fait d'un côté on voit tout ce qu'on doit faire en termes d'éthique et on a rédigé une première version d'une charte éthique. Et de l'autre, je pense que vous êtes au courant, depuis maintenant plus d'1 an et demi, on fait l'objet au niveau des caisses d'allocation familiale d'une polémique sur un outil qui s'appelle le data mining, qui n'est même pas de l'intelligence artificielle, c'est un algorithme statistique de calcul de score de risque pour le fait de verser une somme trop élevée, par erreur à un dossier. Et depuis 1 an et demi, on doit expliquer notre algorithme, faire de la transparence algorithmique, justifier nos choix, ce qui est tout à fait légitime, mais c'est pour vous dire qu'on est très loin encore de ce sujet-là. La marche, l'escalier est très grand à gravir. Et justement, plutôt que d'être impressionné par le nombre de marches, on s'est dit, prenons, c'est exactement l'illustration de ce qui a été dit ce matin, on va partir de cet exemple-là. On a fait travailler des prestataires et on a aussi fait travailler des équipes interministérielles sur la transparence des algorithmes et des codes. Ils nous ont produit des livrables, des questionnaires. On va partir de ces questionnaires concrets, parce que là encore, on manque un peu de concret et d'opérationnel sur ces sujets, mais c'est compliqué vu ce qu'on a dit ce matin. Et on va utiliser ces grilles pour les améliorer progressivement et pour les étendre à l'IA ensuite. Donc on prend les 5% en espérant arriver à faire les 95% qui restent. Et sur l'acculturation, pour ne pas être trop long, là je dirais qu'on avait fait la même chose que ce que vous évoquiez. On a plutôt commencé par acculturer les cadres dirigeants. Donc on a fait un gros travail de sélection, simplification parfois, mais en espérant pas trop déformer, de ce qu'est l'IA, de ce qu'est l'IA générative, essayer de partager un vocabulaire commun, parce qu'on s'est aperçu que beaucoup de nos discussions étaient justement parasitées par le fait qu'on n'avait pas le même vocabulaire. Donc on a fait pas mal de travail là-dessus. En revanche, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est l'acculturation de l'ensemble de notre personnel. Là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de... ce qui vous a été présenté à midi, que nous, on avait eu la chance de voir déjà, c'est presque pour nous un exemple à suivre. Donc, on a beaucoup de choses à faire, des newsletters aussi. On avait tenté de le faire il y a quelques années, mais je crois que c'était trop tôt. Ça n'avait pas bien marché, sans doute parce qu'à l'époque,
il n'y avait pas eu ce décollage, il faudrait le réactiver aujourd'hui. Voilà, je m'arrête là et puis on pourra après reprendre les questions ou les réflexions. Merci beaucoup Malika pour Lucans. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc à Lucans, de par nos missions, l'objectif confirmé en 2024, c'était d'étudier l'impact de l'IA sur le travail. Et donc on a initié un certain nombre de travaux au sein du Lab Sécurité Sociale et en lien avec l'Observatoire des métiers, avec un projet de convention avec le Labor IA qui est en cours. Alors au-delà de cet objectif, directement lié à nos missions, bien sûr, on veut bien sûr s'inscrire dans cette transformation majeure. Et dès 2023, Lucans a défini un programme d'action, à la fois comprenant un volet interbranche et interne. Et ces deux volets, en fait, visent en premier lieu l'acculturation de l'ensemble des collaborateurs. Et cette acculturation, en fait, elle repose à la fois sur l'apport de connaissances et la maîtrise du fonctionnement de l'IA. Elle passe également par le test et la pratique de solutions, et puis par la régulation, par la définition de règles d'utilisation de l'IA qui vont s'incarner dans une doctrine. Alors sur l'acculturation, ce qui a été fait, c'est qu'il y a toute une série d'actions qui ont permis de décrypter, donc pour donner un langage commun à tous, sur ce qu'est l'IA, sur son histoire, sur ses différentes formes, sur ce qu'elle produit, ses risques et limites aussi. On a sensibilisé sur les risques et limites, et surtout on a identifié le potentiel en termes de métier et de mission support, puisqu'on est, pour le coup, je le précise à Lucans, sur de l'IA générative. Alors, les personnes qui ont bénéficié de l'acculturation, en fait, c'est finalement tout le personnel de Lucans, mais bon, on est un peu moins de 300, donc c'est pas l'échelle d'un réseau, bien sûr. Donc, on a sensibilisé tout d'abord le comité de direction en mettant en place des ateliers inspirés des fresques du numérique, mais transposés à l'IA. On a également animé des sessions auprès du conseil d'orientation de Lucans, et puis les managers ainsi que l'ensemble du personnel qui ont bénéficié de toute une journée du personnel consacrée à l'intelligence artificielle, où on a mixé conférences, interventions et aussi ateliers pratiques et partage des projets qui est en cours, puisqu'on a lancé aussi 2 expérimentations que je ne vais pas développer maintenant, puisqu'on va certainement en reparler, dans le domaine de l'assistance à la fonction juridique, donc ce qui nous permettrait de tester aussi la valeur des solutions, l'intérêt de certaines solutions, et aussi de tester bien sûr la valeur métier de ces solutions pour enrichir la fonction juridique. Et puis un autre projet qui a été lancé en 2023 dans le domaine de la formation professionnelle pour exploiter tout le potentiel en matière de création de contenu, contenu texte, vidéo, images, et pour produire des contenus pédagogiques. Alors on a donc ces expérimentations qui sont en cours. On a organisé des séances d'acculturation pour l'ensemble du personnel. Et cette année, on a travaillé, et on travaille toujours dessus, sur un document qui a vocation à donner une orientation sur l'utilisation de l'IA à Lucans. Donc c'est une sorte de doctrine d'utilisation de l'IA. On n'a pas encore donné de nom définitif à ce document, puisque le travail est encore à terminer. Alors dans ce document, ce qu'on a voulu, c'est qu'il soit avant tout pédagogique, puisqu'on est convaincu que pour bien utiliser l'IA, il faut aussi comprendre ce que c'est. Donc on explique tout d'abord aussi que même si on n'interdit pas ChatGPT, on ne le labellise pas pour autant, comme on n'a pas non plus labellisé à ce stade de nos travaux de solutions particulières. On rappelle les grands principes qui doivent encadrer l'usage de l'IA sur le temps long. Et ces grands principes, c'est les principes que mes collègues, mes cousins ont évoqués, transparence, explicabilité, protection des droits privés, bref, tout ce qu'on a évoqué ce matin, les risques de biais, enfin tout principe de neutralité, inclusion plutôt. Et tous ces principes doivent être donc réaffirmés, expliqués, et c'est ce qu'on a mis dans notre document, sachant qu'on en profite pour rappeler les limites et les
risques de l'IA. Et on termine dans ce document par une série de règles d'utilisation très pratiques que l'on demande à tous les collaborateurs de respecter, mais on leur demande surtout de bien se former à l'IA pour utiliser correctement l'IA dans son contexte de travail. Et on espère ensuite boucler cette charte avant la fin de l'année et organiser des ateliers pour réexpliquer encore ces règles auprès des collaborateurs, sachant que certaines de ces règles pourront aller dans le règlement intérieur et la charte d'utilisation des ressources informatiques, mais la plupart sont des règles de bon usage de l'IA, comme garder un esprit critique, être responsable des résultats qui sont produits, donc en assumer la responsabilité, ne pas transférer des données à caractère personnel, etc. Donc toutes ces règles, on espère qu'elles soient correctement appliquées, donc on va se donner les moyens de le mettre en musique. Merci beaucoup. On passe à la branche maladie. Quelle est la feuille de route de la CNAM en matière d'IA, Jean-François? Bonjour, donc Jean-François Giraud. Moi, je suis chargé effectivement de réaliser la feuille de route de l'IA générative à l'assurance maladie. Alors, le sujet des IA, puisque c'est le thème de la table ronde, n'est pas totalement nouveau. On fait déjà des usages de moteurs d'IA entraînés sur des données à l'assurance maladie, que ce soit pour nos chatbots ou pour nos approches de segmentation marketing. Cela dit, dans le cadre de l'IA générative, c'est vraiment l'émergence de l'iceberg, ce qui a rendu toute la technologie IA visible et donc qui a cristallisé un peu les attentes sur ce sujet. Et on constate que dans le réseau et dans les directions métiers, aujourd'hui, il y a une montée en compétences qui est progressive, mais qui reste encore hétérogène. On a également, on constate un certain nombre d'expérimentations ou de projets qui sont menés, souvent en appui avec des solutions extérieures, et puis des fois en appui avec des directions métiers à la CNAM, mais pas totalement et pas toujours le cas. Ça génère pas mal d'interrogations, ça génère beaucoup d'attentes vis-à-vis du national, et on a besoin d'arriver avec un cadre global, avec un encadrement général, et qui va se traduire donc par cette feuille de route. Cette feuille de route, elle va s'appuyer sur un certain nombre de constats, d'enseignements qu'on peut tirer de la situation actuelle. Premièrement, on constate qu'il va falloir encadrer ces usages et maîtriser les risques. On a des risques spécifiques, on a des usages à encadrer, on en a parlé. Ça va faire l'objet d'un encadrement et d'un accompagnement. Il faut également s'adresser aux problématiques que pose l'apport des solutions extérieures, notamment sur la création de la valeur, le partage de la valeur ou la dépendance financière ou technologique. On a également constat qu'on a une diversité des usages, une diversité des cas d'usage assez foisonnante. Il y a beaucoup de créativité en la matière, beaucoup d'idées. Derrière, il faut quand même assembler un peu les choses. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a à peu près deux grandes catégories de cas d'usage qui se profilent. Des cas d'usage plutôt du quotidien, ce qu'on appelle l'IA de tout un chacun, de collaborateurs au quotidien, et qui va faire appel à des outils d'IA plus généralistes, des outils qu'on trouve sur le marché aujourd'hui, et dont les usages devront être encadrés, mais qui ne nécessitent pas forcément de développement ou d'adaptation très compliqués. Et puis, il y a un deuxième volet des typologies d'usage, c'est les usages des IA intégrés au processus métier, où là, il y a souvent du process de données parfois sensibles, nominatives, et pour lesquelles on va avoir des projets assez complexes, mais qui potentiellement sont porteurs de valeurs importantes dans l'entreprise. On voit aussi que pour arriver à accompagner ces projets, il va falloir apporter une offre de service, il va falloir aussi s'assurer que tous ces projets ne partent pas dans tous les sens, donc il y a une rationalisation à apporter, puisque beaucoup de solutions peuvent être envisagées, mais potentiellement sur des mêmes cas d'usage, donc éviter la dispersion des moyens. Et puis aussi questionner la pertinence de la technologie. L'IA est à la mode, l'IA générative est à la mode, mais est-ce que c'est toujours la bonne technologie? Ce n'est pas sûr. Ce sont des technologies très coûteuses. Aujourd'hui, le coût réel des IA et des IA génératives, ce n'est pas du tout le prix que vous payez actuellement. Donc, c'est des coûts qui vont augmenter dans les années à venir avec la rationalisation des offres. Et puis, c'est un coût environnemental qui est aussi important. Et il est un peu paradoxal d'avoir une approche de transition écologique pour derrière s'emparer de technologies qui sont extrêmement coûteuses. Et donc là aussi, il faut questionner la pertinence de la technologie. On voit aussi qu'on a besoin de ressources spécifiques, que ce soit des compétences et des métiers, ou que ce soit des infrastructures technologiques. Et ça, il faut aussi se poser le questionnement de la souveraineté de nos solutions versus des apports de solutions extérieures où la valeur est apportée par l'extérieur et n'est pas internalisée dans l'entreprise, mais qui peuvent répondre à des vraies problématiques ponctuelles ou plus longues dans le temps. On a aussi à bien voir que ce sont des technologies qui sont en constante évolution et très rapides.
Donc il va falloir être suffisamment agile pour ne pas se retrouver enfermé dans des solutions technologiques qui, du jour au lendemain, se retrouveraient totalement has-been, dépassées par rapport à cette évolution. On voit que notre feuille de route se structure en 4 grandes catégories, catégorisation à adresser. Tout d'abord, cette identification, cette priorisation des cas d'usage, avec le besoin d'arriver à fédérer un peu tous ces cas d'usage et les faire émerger, à apporter une réelle plus-value dans l'analyse de la valeur, dans les critères d'analyse de la valeur notamment, et puis pour faire émerger peut-être un certain nombre de cas d'usage qui seraient à vocation d'être portés par le national, peut-être 4-5 cas d'usage qui seraient portés par l'assurance maladie au niveau national, mais tout en donnant la possibilité au réseau de continuer à mener ces expérimentations et ces cas d'usage s'il n'y a pas vocation à ce qu'ils soient portés de manière nationale, en leur offrant donc avec une offre de service, c'est la deuxième orientation, qui leur permettra d'avoir un apport de compétences, un apport également d'aide à l'analyse de la valeur, un apport de mise à disposition de capacités d'infrastructure, avec des solutions d'infrastructure peut-être clés en main pour un certain nombre de cas d'usage, et puis également la possibilité de pouvoir réaliser leur propre projet avec cette offre technologique qui permet de rassurer et de standardiser un peu les solutions. Aujourd'hui, on travaille sur une première offre de service avec la DSI qui va être de mettre en œuvre un équivalent de ChatGPT interne, sécurisé, donc sur nos propres environnements, et pour lequel nos collaborateurs, plutôt que d'avoir à recourir à du ChatGPT extérieur au risque de mettre des données confidentielles ou qui engagent l'entreprise, pourront utiliser cette offre de service avec des données sensibles pour l'entreprise. Troisième orientation, on en a parlé, c'est l'encadrement des usages. Donc important d'avoir un cadre global pour ces usages-là. Et on va les rester en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est vis-à-vis de l'extérieur. C'est un peu la politique d'usage que l'assurance maladie va avoir avec la technologie IA générative vis-à-vis de l'extérieur pour rassurer nos publics sur les engagements qu'on va prendre. Alors cette politique, elle est prête aujourd'hui. On ne va pas la diffuser tout de suite à l'extérieur parce qu'on n'a pas réellement encore mis en œuvre de cas d'usage. Donc ce n'est pas la peine de trop se donner des bâtons un peu pour se faire battre à l'avance. Mais dès qu'on aura des cas d'usage qui seront implémentés, elle sera publiée. Le deuxième volet sur lequel on travaille, c'est les politiques d'usage pour les collaborateurs au quotidien. Et donc qui vont venir avec une approche effectivement assez pédagogique, préciser ce qui est possible de faire, pas possible de faire sur les outils, que ce soit des outils internes ou externes. Et puis le troisième volet qu'on va adresser au cas par cas, qui va encadrer les usages dans le cadre des projets. Et là, pour que, en fait, à chaque nouveau cas d'usage, on puisse capitaliser et proposer ensuite, cas d'usage par cas d'usage, les bonnes pratiques à respecter et éviter que les ressources juridiques notamment, ou les ressources sécurité informatique soient systématiquement sollicitées, mais qu'on puisse avoir des cadres de référence. Enfin, le dernier volet, on a également parlé autour de cette table ronde, c'est tout ce qui est l'accompagnement, l'acculturation, la formation. Et là également, 3 niveaux à adresser. Le premier niveau, c'est pour tous les collaborateurs. C'est un peu rassurer et informer. Donc là, ouvert à tout le monde, sous la forme sans doute peut-être de modules de e-learning ou de choses un peu à disposition. Et là, l'objectif, c'est vraiment pédagogique. Le deuxième volet à adresser, c'est au travers des projets de transformation. Donc, il y aura dans chaque direction métier, dans chaque métier, des projets d'envergure basés sur de l'IA générative. Eh bien, c'est avoir un volet spécifique parce que là encore, il y aura des besoins particuliers et ce ne sera pas non plus des formations pour tout le monde. Il y aura peut-être besoin de formations spécifiques ou d'accompagnement particulier. Et enfin, le troisième volet, c'est un peu en anticipation, c'est préparer l'avenir. Demain, si effectivement l'IA générative est amenée à transformer notre quotidien, c'est se préparer à cette transformation et c'est questionner un peu quelles seront les compétences nécessaires, quels seront les métiers de demain, comment accompagner la transformation. C'est vraiment des grandes questions à se poser qu'il faut commencer à adresser dès maintenant pour être ensuite en capacité, dans quelques temps, d'être beaucoup plus serein face à ces changements. Merci beaucoup. Mais je pense qu'on peut passer à ce qui va occuper le deuxième temps de cette table ronde, les cas d'usage. Donc on en a beaucoup parlé. On a fait une sélection qui est loin d'être exhaustive, mais on va déjà démarrer par la partie relations de service. C'est peut-être là qu'on a vu, notamment au cours de la matinée, qu'il y avait des gains assez immédiats, assez directs. Et on a, pour le premier cas d'usage, choisi la relation client à travers 2 regards. Alors, les autres compléteront, l'URSSAF et puis la MSA.
Côté URSSAF, on va revenir sur ce fameux ou ces fameux chatbots que vous avez pu développer les uns les autres, chatbots, voicebots, voilà, donc tous ces robots conversationnels avec lesquels on peut échanger. Exactement. Donc l'URSSAF a investi vraiment la relation de service puisqu'on s'est fixé comme objectif de déployer des chatbots, donc les agents conversationnels en ligne, et des voicebots, les agents conversationnels par téléphone, sur 100% de nos publics d'ici fin 2027. Donc aujourd'hui, on a 14 publics qui ont déjà un chatbot, 4 publics qui ont déjà des voicebots. Donc vous voyez, on est bien avancé. Et l'enjeu, c'est vraiment de permettre finalement d'avoir des réponses simples, des réponses à des questions simples en 24/7, parce que ça existe, hein, des usagers qui ont besoin d'être rassurés en plein milieu de la nuit. Quand on s'appelle URSSAF, on en a, donc c'est pas mal. Ça permet aussi de développer l'autonomie de certains usagers. Certains n'ont pas spécialement envie d'avoir un conseiller en ligne, ils souhaitent juste avoir une information. Donc c'est utile de développer ce qu'on appelle ce self-care, hein, c'est complètement dans les usages. Et surtout pour nous, c'est aussi un moyen de mieux qualifier le besoin. Donc c'est pas obligatoire, c'est-à-dire qu'on a toujours cette possibilité de sortir des robots pour parler à un humain sans aucune difficulté. En revanche, ça peut nous permettre de mieux qualifier le besoin pour garantir le fait qu'on aille chercher le collaborateur qui sera le plus à même de répondre à la première sollicitation, au premier contact. Donc ça présente pour nous beaucoup d'intérêt. Et on est en train de basculer sur nos chatbots sur de l'IA générative avec beaucoup de discernement. Donc tout à l'heure, on parlait d'éco-responsabilité, de confiance, etc. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va mettre de l'IA générative sur le modèle conversationnel, c'est-à-dire que ça va faciliter le travail aussi de ceux qui entraînent ce robot. Et donc là, il y a une spéciale dédicace à l'URSSAF Midi-Pyrénées qui est très impliquée dans l'élevage, dans l'entraînement de certains chatbots. Et donc, c'est quand même, aujourd'hui, on est obligé de vérifier des correspondances pour identifier les X façons d'exprimer un besoin et pour faire en sorte que ce besoin trouve une réponse bien spécifique. Demain, l'IA générative va faciliter cette correspondance de X façons de poser la question qui boot sur une réponse. C'est aussi une manière d'améliorer la fluidité conversationnelle, hein, et de qualifier encore une fois davantage le besoin pour l'adresser correctement. Et on va garder une IA qu'on pourrait dire classique pour tout ce qui va être questions qui nous engagent, hein, des questions sur lesquelles on pourrait nous reprocher de ne pas avoir donné la bonne réponse. Donc sur ces sujets, on reste vraiment sur les scripts qui sont développés par les collaborateurs qui par ailleurs ont des activités par exemple téléphoniques, hein, et qui rédigent cette correspondance à ce type de questions, nous allons apporter tel type de réponse. Et là, on n'aura pas de génération de contenu créé par l'IA, mais bien des contenus qui ont été validés par des humains et qui rentrent dans un script. Donc c'est ce maillage d'IA générative et de maintien d'IA plus classique que l'on va expérimenter très prochainement sur 3 nouveaux chatbots. Très bien, merci. Donc au niveau de la MSA, il y a aussi des projets en cours. Oui, tout à fait. Sur l'angle des chatbots, on a une approche différente qui n'est pas ni meilleure ni moins bonne, mais différente. Parce que bon, il y a X façons de traiter des problèmes en fait, et ça m'a fait écho quand tu as parlé d'élevage, puisque nous on appelle ça des éleveurs de bots. Donc, si la MSA le fait pas, je ne sais pas qui le fera. Et donc, ces éleveurs de bots, ils se servent de l'IA pour alimenter des chatbots à destination des usagers. Donc les usagers, ils n'interfacent pas avec l'IA directement, mais par contre, l'alimentation de ces chatbots se fait au travers de ces éleveurs de bots que je salue, même s'ils ne sont pas à Midi-Pyrénées. Donc ça, c'était pour la partie chatbot. Après, pour ce qui est, comme vous le savez sûrement, on est opérateur France Service, comme d'ailleurs parmi vous d'autres organismes. Et on a expérimenté avec la DITP et la DINUM l'intégration de l'IA Albert, qui permet d'apporter une réponse aux questions des citoyens via le service Je donne mon avis, et qui prépare en fait une réponse. Et donc l'agent
de ce qu'on a pu voir, et d'ailleurs c'était à la CARSAT d'Île-de-France, puisque c'est enfin, on est plusieurs régimes à être dans cette expérimentation. On a pu le voir lors d'une visite ministérielle en Île-de-France. En fait, l'agent, il dit être sécurisé parce que le message qui est préparé, déjà, il n'y a pas de faute d'orthographe. Et ensuite, il y a très peu de choses à modifier, si ce n'est d'humaniser en fait le message de réponse. Et ça, c'est très efficace. On a été assez bluffé par la solution, mais avec la problématique qui a été évoquée par mes collègues sur, comment dire, sur le fait de disposer en fait d'une IA à nos propres usages, à nos propres métiers. Et on a comment dire, installé une version d'Albert gentiment fournie par la DINUM dans nos data centers sur des infrastructures d'intelligence artificielle dédiées. Avec lesquels, alors le premier cas d'usage, il est ressemblant, c'est qu'on a ce qu'on appelle les MMMR, c'est mes messages, mes réponses. Donc en fait, c'est quand un de nos adhérents nous contacte par mail. Donc ça préparera la réponse. Et puis la deuxième cas d'usage sera plus sur des aspects, mais toujours métiers, mais dans d'autres situations. Le principal étant de disposer, comme mes collègues d'ailleurs, d'une IA qui puisse aussi être interne et donc de pouvoir manipuler des données, je dirais, plus sensibles facilement. Et enfin, un troisième cas d'usage que je voulais vous partager, c'est sur les centres d'appel. C'est sur la séquence qui s'appelle le wrap-up. C'est en gros, l'agent a fini son appel, il doit rédiger une synthèse de l'appel. Et le simple fait d'être sécurisé par une IA, d'avoir la synthèse de ce qui s'est passé dans l'appel plutôt que de se dépêcher à l'écrire, puisqu'il y a quand même les appels qui suivent. Là, on n'est pas complètement sur de la productivité, on est plutôt sur sécuriser le bien-être de nos agents. Et donc, j'ai trouvé ça intéressant aussi à vous partager. Voilà ce que je vais vous dire sur la relation adhérent. Merci, c'est des beaux projets en cours ou à venir et des gains directs. Alors on voulait aborder un deuxième cas d'usage, un deuxième thème qui est à la frontière entre l'IA et puis ce qu'on a dit, l'IA qui existe depuis longtemps, hein, l'automatisation, et puis l'IA générative qui arrive. Côté CNAM, Jean-François voulait parler de ce qui peut exister en matière de lutte contre la fraude. Donc là, on est vraiment... Voilà. Alors, côté CNAF, il ne voulait pas revenir là-dessus, compte tenu, voilà, il en a déjà parlé lors de la séquence d'ouverture, mais voilà, un regard branche maladie sur ce sujet quand même compliqué. Bon, alors j'espère qu'on n'aura pas les mêmes soucis que nos collègues de la CNAF. Mais voilà, la lutte contre la fraude, c'est vraiment un domaine où les objectifs sont vraiment ambitieux. Les attentes sont fortes, notamment sur cette coge. Et puis, on a aussi un contexte qui est en constante évolution. C'est-à-dire que les fraudeurs eux-mêmes utilisent des solutions d'IA pour frauder. Et on est confronté aujourd'hui à des vrais faux. C'est-à-dire des ordonnances ou des arrêts de travail ou des identifications électroniques qui ressemblent vraiment à des vrais parce qu'ils sont générés de manière à ressembler à des vrais. Donc, c'est très difficile aujourd'hui de distinguer le vrai du faux. On a aussi un besoin de réactivité forte parce que le contexte évolue. Et aujourd'hui, si on est sur des approches classiques de traitement de données, type décisionnel, croisement de données statiques, on est vraiment trop tardif dans l'arrivée des projets. Donc, des solutions à base de modèles apprenants, entraînés et réentraînés, ont des cycles de vie, notamment en lien avec des informatiques et des solutions informatiques de type Big Data, qui sont beaucoup plus réactifs dans nos solutions. Aujourd'hui, on a plusieurs expérimentations qui sont en cours justement pour rapprocher ces modèles. Aujourd'hui, on a par exemple une expérimentation sur les flux de facturation pour détecter un certain nombre d'atypies. Alors, ce qui est intéressant, c'est la méthodologie qui a été un peu suivie pour identifier les meilleurs cas. Le cas identifié aujourd'hui, ça concerne les audioprothésistes. Alors, pourquoi les audioprothésistes ? D'abord, on a une bonne idée du résultat auquel on s'attend, hein, de la prédiction de résultat. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de juger de la performance du modèle apprenant. On a également un apport de la valeur qui est identifié, clairement identifié. Alors, ce n'était pas le cas il y a 2 ans. Donc, c'est un sujet qui est assez nouveau. Il y a 2 ans, on s'en fichait complètement. Mais avec l'arrivée du 100% santé, le sujet des audioprothésistes est venu sur le devant de la scène avec vraiment des fraudes importantes. Donc, vous voyez, la timeline est quand même assez critique.
Et la question de savoir si on avait des données en quantité suffisante est importante parce que les modèles entraînés doivent avoir des données d'historique pour s'entraîner justement. Si on n'en a pas, ben, ce n'est pas éligible. Et puis, on se pose aussi la question, au-delà de l'expérimentation, c'est l'industrialisation. C'est comment, demain, dans le process métier, on va être en capacité de traiter la pleine valeur que va apporter la solution. Et notamment, si c'est pour générer ensuite des dossiers de contentieux qu'on sera infoutu de traiter parce qu'on n'aura pas la capacité de le faire, bah, ce n'est pas la peine non plus de faire ce type de projet. Donc, il faut vraiment que tout ça soit en adéquation. Donc, première expérimentation en cours. Deuxième expérimentation en cours, c'est également sur les flux de facturation, mais en rapprochement avec des pièces justificatives, notamment celles des flux de pharmacie, les prescriptions, les ordonnances. Et là, on a aussi quelque chose qui est intéressant, puisque c'est des gisements de données qu'on n'exploite pas. Les pièces jointes sont des pièces déposées dans des bases de données et qui sont des photos, en fait, et qu'il faut un traitement manuel consommateur en ETP pour être rapproché des flux de facturation. Donc, on exploite ça très mal. Et donc là, il y a un vrai gisement de valeur au-delà de la simple gain en termes de fraude. En termes d'analyse de la valeur, bah, ça se cherche un peu. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs organismes qui ont approché le sujet-là. Alors, tantôt, c'est sur les IDE, tantôt, c'est sur les transporteurs, tantôt, c'est sur les pharmacies. Donc, c'est intéressant parce qu'on voit que des fois, l'analyse de valeur, elle n'est pas si évidente que cela à faire. Ce qu'on peut aussi mentionner, mais c'était valable pour l'expérimentation précédente, c'est qu'on est sur aujourd'hui des expérimentations basées sur des solutions de fournisseurs extérieurs qui ont un vrai métier derrière ça, mais qui nous posent un certain nombre de questionnements. Un, parce qu'on est sur des données assez sensibles de l'assurance maladie, et donc à un moment donné de l'expérimentation, eh bien, on est revenu vers le national pour avoir une offre d'hébergement de la solution de l'éditeur, puisqu'on n'était pas capable d'assumer un traitement de données externalisé. Donc, tout est réinternalisé en interne sur des offres de services d'hébergement. Donc la solution tourne sur des hébergements de la DSI, mais évidemment, ce n'est pas un modèle qu'on va pouvoir répliquer à l'infini. Donc à un moment donné, il va falloir se positionner. Et ça va poser la question un peu de la stratégie derrière qu'on va avoir en termes de marché vis-à-vis de ces solutions-là. Est-ce qu'on va continuer à payer une prestation extérieure pour analyser nos cas, pour analyser nos fraudes, ou est-ce qu'on va, à un moment donné, passer sur des solutions souveraines et développer nos propres solutions? Ce n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'il y a aussi un contexte, et notamment c'est le cas avec ces flux de facturation et ces rapprochements avec des ordonnances. Demain, l'ordonnance électronique va sans doute changer la donne. Donc, est-ce qu'on va aller partir sur des solutions internes qu'on va devoir développer et maintenir, ou est-ce qu'on n'est finalement pas ici sur un cas d'usage où on va accepter de payer une expertise externe, sachant que demain, la source de la fraude va progressivement diminuer? Troisième cas d'usage, sur la détection des fausses ordonnances. Alors là, c'est intéressant parce que ça adresse l'effet un peu miraculeux des solutions proposées par des éditeurs externes où il suffit de mettre des ordonnances dans la machine et puis on vous détecte très facilement les fausses ordonnances. Et là, l'organisme qui a réalisé cette expérimentation s'est aperçu que non, le miracle n'existait pas et qu'il y avait pas mal de problématiques qui se posaient. Et notamment, rien qu'en termes de métier, une ordonnance, une prescription, ce n'est pas tout à fait pareil. La société n'avait pas compris la même chose que nous. Et puis, en termes ensuite d'approche expérimentale, ça avait ses limites. Et c'était finalement pas si simple de mener ce type de projet. Donc, c'est des vrais projets complexes et qu'il faut adresser vraiment de manière ciblée. On a aussi des cas d'usage au niveau des expérimentations au niveau du national, et là, qui vont directement partir sur nos chaînes de scan, où là, on est en train d'expérimenter de la détection de faux arrêts de travail, par exemple, ou la détection au niveau des pièces jointes dans les feuilles de soins déposées dans le compte Amélie, la détection de la véracité de la feuille de soins par rapport à d'autres dépôts un peu moins valables. Voilà, donc c'est un peu quelques expérimentations et quelques problématiques qu'on peut identifier au travers de ces expérimentations. Merci beaucoup. 15 minutes, il nous reste un gros quart d'heure. On débordera un peu plus parce que tout le monde a débordé. Hein. Donc, on a vu la partie relations de service, relations externes. On va se tourner vers vous, c'est-à-dire vers les collaborateurs, les salariés, les agents. Et on va essayer de voir à travers quelques cas d'usage en quoi l'IA peut être utile, hein, tout simplement. On va commencer par les métiers juridiques. Parce que c'est une des expertises qui a pu être évoquée tout à l'heure à travers les avocats. On parlait de cet avocat qui
qu'il y avait eu une hallucination en trouvant de fausses jurisprudences, en créant de fausses jurisprudences. Là, on sait que c'est un enjeu fort pour la sécurité sociale, tout ce qui est sécurisation et juridique, assistance juridique. Et c'est Malika qui va nous en parler. Oui, donc à Lucans, on a lancé une expérimentation en 2023 sur l'assistance à la fonction juridique. Et cette expérimentation, en fait, elle faisait suite à une étude qu'on avait menée en 2022 pour améliorer la fonction juridique, qui porte l'offre de services en droit social à destination des organismes. Donc on est sollicité par les organismes pour des questions juridiques de convention collective ou droit du travail. Et donc sur cette étude, on avait identifié déjà le potentiel de l'IA et en 2023, fin 2022-2023, on a profité de la vague IA-Gène pour intégrer l'IA-Gène dans cette expérimentation qu'on a lancée avec un double objectif, celui de tester différentes solutions. Donc on était parti pour une solution éditeur IBM pour ne pas la citer, et puis Microsoft Azure OpenAI. Et aussi on voulait bien sûr tester la valeur métier, et on voulait aussi appréhender l'effort métier que se nécessitait le maintien sur la durée d'une telle solution. Alors, donc on a réalisé 2 prototypes et les juristes qui ont été principalement mobilisés sur le sujet ont testé la solution qui leur permettait en fait de disposer d'une application qui leur permettait en fait d'adresser des questions en mots-clés, puisqu'ils fonctionnent beaucoup comme ça, mais on leur permettait aussi d'adresser des questions en langage naturel et bien sûr de trouver des réponses pertinentes à leurs questions, sachant que ces réponses intégraient les sources des informations qui avaient permis de produire les réponses, puisque ça c'était important pour le juriste d'avoir la source d'informations qui avait permis de produire cette réponse. Et pour vérifier bien sûr les réponses, sachant qu'au départ les juristes ne souhaitaient pas qu'on produise les réponses parce qu'ils préféraient, ils avaient priorisé la fonction de recherche, parce qu'il est vrai qu'ils passent beaucoup de temps à rechercher les résultats dans différentes sources d'informations, et donc pour eux c'était un gain énorme que de disposer de cette plateforme. Enfin c'était en tout cas un gain attendu. Et cette plateforme a permis de mettre en place une application qui centralise les différentes sources d'informations et donc toutes les réponses qui sont produites. Alors l'expérimentation a été plutôt concluante, puisque là où le juriste passait plus d'une vingtaine de minutes à rechercher des sources d'informations pour rédiger sa réponse, ce temps est passé à moins de 3 minutes. Alors sachant qu'on était sur un périmètre très réduit, hein, on était sur un prototype, sur un environnement qui n'était pas le nôtre, mais sécurisé avec toutes les problématiques d'anonymisation qu'on a évoquées ce matin. Mais bon, je vais réfléchir à l'anonymisation maintenant, puisque depuis ce matin, là, je suis repartie avec pas mal de questions. Et donc l'expérimentation a permis de montrer qu'il y avait un gain de temps sur la recherche, bien sûr, et sur les réponses, globalement, il y avait une satisfaction, mais on notait quand même un axe d'amélioration sur la qualité quand même des réponses. Donc cela étant, on n'a pas pu, dans le cadre de cette expérimentation, donc en 2023, apprécier, identifier l'investissement que cela nécessiterait d'un point de vue métier pour mesurer en fait l'effort de charge de travail métier que ça implique. Et on a souhaité continuer l'expérimentation donc en 2024 sur une seule solution. Donc on a retenu plutôt IBM et on est parti sur un projet plus pilote qui élargit les sources d'informations et donc le volume d'informations connectées. Et ce projet pilote est en cours de réalisation, donc il va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année et on aura les résultats donc, à l'issue de l'année 2024. Alors on a pour objectif également d'élargir ce type
d'outils d'aide à la fonction juridique, aux juristes en marché public, qui, eux, souhaitent avoir le même type d'application pour améliorer la recherche, parce qu'ils passent beaucoup de temps à rechercher des sources d'informations, et également pour leur permettre aussi de produire des synthèses de jurisprudence ou de corpus documentaire en matière juridique marché public. Alors, sachant que ce deuxième volet d'expérimentation pour les fonctions juridiques, on souhaite le faire sur un environnement qui soit souverain et aussi retenir un LLM open source ou souverain. Donc, on va y réfléchir. C'est en phase de cadrage, mais c'est un peu l'orientation qu'on se donne pour cette deuxième vague d'expérimentation pour l'assistance à la fonction juridique. Merci beaucoup. On a un regard complémentaire côté MSA sur la réglementation. On a prévu d'en parler sur... voilà. De façon très... on a beaucoup de force sur le travail avec les caisses de MSA, mais il y a quelques sujets, notamment juridiques, qui sont centrés sur notre caisse centrale et qui concernent soit l'analyse de jurisprudence dans le domaine du droit social, soit la synthèse de textes réglementaires pour... voilà, comme tout le monde, on est soumis à quelques textes, quelques évolutions législatives, en tout cas, qu'il faut traduire en texte interne, on va dire, sur ces aspects-là. Et donc, en fait, cette synthèse de texte juridique, elle est appliquée à ce champ-là. Voilà, de façon très synthétique. Merci. On gagne du temps. Et en URSAF, si on a le temps de l'évoquer, mais rapidement sur l'appui au dossier commission de recours amiable. Oui, tout à fait. Donc, suite à l'exposition Explore IA, on a des juristes qui très vite nous ont dit mais il va falloir penser à nous. On aimerait bien que vous nous aidiez à préparer les brouillons des dossiers de commission de recours amiable pour réduire les délais de traitement de ces dossiers contentieux. Et la deuxième dédicace à l'URSSAF Midi-Pyrénées, puisque c'est avec les équipes juridiques de cette URSSAF qu'on travaille. Et donc, ce qui est intéressant à apporter comme témoignage complémentaire, c'est qu'on a vraiment des juristes qui travaillent avec des data scientists, c'est-à-dire qu'il y a ce partage de documents. Les data scientists font des premiers essais et puis les juristes nous disent ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Et là, on est vraiment au tout début. Et si les juristes considèrent que l'IA générative peut apporter quelque chose, alors on poursuivra. Mais on est vraiment dans une approche pas à pas où on va investir si et seulement si ça présente de l'intérêt pour les métiers. Merci beaucoup. Toujours pour faciliter le travail des collaborateurs, on voulait avoir le retour. Alors je laisserai Stéphane préciser cet acronyme en anglais. Retrieved, alors, RAG. En français. Voilà, RAG, mais rassurez-vous, l'acronyme ne vous éclairera pas plus. Il y a d'autres acronymes d'ailleurs qu'on pourrait employer. Mais l'idée en français, ça sera plus compréhensible, c'est de faire un outil conversationnel pour les techniciens en interne, pour qu'ils puissent interroger dans des bases documentaires qu'ils connaissent. Et en fait, on fait ça pour deux raisons, parce qu'après tout, on pourrait se dire pourquoi faire un chat GPT interne là où il y a chat GPT. La première raison, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est que, bien sûr, on ne veut pas que les documents et que les requêtes sortent à l'extérieur, donc on veut quelque chose de sécurisé. Il y a une deuxième raison, c'est que quand on commence à avoir un petit peu de recul sur l'utilisation de ces outils, type ChatGPT. Donc là, je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez dans ce constat, mais ce qu'on a observé, c'est que finalement, quand c'est un sujet qu'on ne connaît pas et qu'on interroge la machine, on a une réponse intéressante de premier niveau. Mais les techniciens qui connaissent bien leur domaine et qui interrogent en posant une question plus pointue sont souvent un peu déçus de la réponse. Alors on peut essayer d'améliorer ça, on l'a dit tout à l'heure, en améliorant le prompt, en donnant des éléments de contexte. Mais d'une part, ça veut dire que chaque collaborateur devra le faire. Et puis d'autre part, vous ne pouvez pas donner non plus 50 pages de prompt de contexte. Et c'est ça le RAG, de manière très simplifiée. C'est 2 étages. Un premier étage qui est le traitement du langage naturel qu'on va chercher à l'extérieur. Ça peut être ChatGPT, ça peut être d'autres d'ailleurs outils. Et un deuxième étage avec les documents internes qui vont servir à contextualiser les réponses. Et ce qu'on espère, c'est l'objet de notre expérimentation, c'est que peut-être qu'avec ces documents supplémentaires et peut-être du réglage fin des data scientists, on arrivera à une réponse correcte de premier niveau, enfin justement au-delà du premier niveau, une réponse plus spécialisée. Alors c'est un travail qu'on a commencé il y a 2 mois et demi maintenant. Donc on en tire 4 constats. Le premier, qui est quand même une bonne nouvelle, mais que je l'ai nuancé après, c'est qu'on a réussi à construire un outil de bout en bout,
vraiment en interne, avec des techniciens internes, une solution qui est celle avec laquelle on traite nos données statistiques, donc qui est sécurisée. Alors on a choisi des documents peu sensibles qu'on appelle les CTG, les conventions territoriales globales, qui sont des documents quasi publics ou avec quelques mentions personnelles. Donc il n'y a pas de risque de fuite, mais théoriquement l'outil nous garantit contre ces risques-là, et donc on arrive à le construire. Alors quand je dis on arrive à le construire, petit élément de nuance quand même, les data scientists dans mon équipe qui l'ont construit, ils l'ont presque co-construit avec les éditeurs. C'est-à-dire que quand les éditeurs de logiciels vous disent on a un outil, dans la vraie vie, il faut quand même parfois faire quelques petits ajustements. Et donc, quand les data scientists regardent les choses de près, quand ils posent des questions aux éditeurs, on a parfois l'impression que tout le monde travaille un petit peu. C'est des choses très récentes, mais on est dans de la co-construction. C'est un domaine encore pas complètement mature. Mais en tout cas, on y arrive. Le deuxième enseignement, c'est qu'un des besoins est couvert, mais pas les deux besoins. Il y avait un besoin plutôt au niveau local, je schématise, de réponse à des questions précises qu'on se pose localement. Est-ce que je cherche une donnée chiffrée dans un diagnostic territorial? Je cherche si telle ou telle action est menée ou n'est pas menée. On y arrive assez bien. Par contre, il faut quand même faire un peu de réglage du data scientist. Ce qui veut dire que, quand je vous dis ça, ça peut paraître technique, mais après, c'est notre capacité à réutiliser un outil pour un autre usage. Ça, on n'est pas tout à fait sûr. Plus il faudra du réglage fin au cas par cas, et plus on aura des outils spécialisés, et plus ça demandera de travail pour généraliser. Donc aujourd'hui, on n'est pas tout à fait sûr, mais on pense qu'il faut un peu de travail quand même de réglage fin. Mais il y a un besoin qui n'est pas couvert pour l'instant, et là, pareil, je soumets, c'est ce qu'on a un besoin plutôt de synthèse. Alors c'est plus au niveau national, ou ça peut être au niveau local sur des grandes zones, des régions, où on dit « je voudrais savoir combien de communes ou combien de départements mènent telle ou telle action » dans le cadre, je dis, de l'habitat indigne. Ce type d'approche, à notre sens, alors on est nous quelques-uns dans la technique, moi je suis un data scientist moi-même, même si je ne fais plus beaucoup de data science maintenant, mais il nous semble que par nature même, ce genre d'approche ne peut pas faire une très bonne synthèse, un peu comme, tout à l'heure on parlait de l'école et des notes là, pour les épreuves de philo, dans les souvenirs scolaires, les meilleures synthèses, ce n'étaient pas celles qui allaient piocher ici ou là des morceaux de texte similaires. Les très bonnes synthèses, c'est celles qui parcouraient l'ensemble et qui arrivaient à capter ce qui, là où il fallait, devait être mis en avant. Par nature, si vous voulez, je ne rentre pas dans la technique, mais ce genre d'approche n'est peut-être pas optimal pour faire cela. Mais en revanche, ce à quoi nous travaillons, c'est à combiner deux outils, cet outil-là, mais non pas pour nous produire une synthèse, mais pour nous générer ce qu'on appelle des mots-clés sur une synthèse, et de le brancher sur un deuxième outil qu'on avait construit il y a quelques années. Alors, ce n'était pas l'IA génératif, c'était l'analyse textuelle, ça s'appelait. Mais on avait fait un outil de comptage dans lequel il fallait rentrer à la main les mots-clés sur une thématique. Et on se dit qu'en reliant les deux, on arrivera peut-être à couvrir ce deuxième besoin. Troisième enseignement, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, les coûts. Ça coûte très très cher ce genre d'outils. Et je parle du coût financier, mais on pourrait parler du coût énergétique derrière. Pour nous, on n'a pas utilisé ça beaucoup, on était peu nombreux, mais la généralisation semble très coûteuse et ça pose la question de auprès de qui on pourra généraliser ces outils. Sans doute pas tous les collaborateurs, et il y aura peut-être une politique à mener d'outils spécialisés pour des besoins spécialisés auprès d'un certain nombre de collaborateurs dédiés. Et puis dernier enseignement, alors là c'est quelque chose qu'on a vu apparaître aussi, parce qu'il faut... ça fait partie de ces sujets-là, c'est que en termes d'éthique, on a quand même encore beaucoup de choses à construire sur ces outils. Je vous disais tout à l'heure, on en est à peine aujourd'hui à faire de l'éthique sur les sujets un peu classiques de data mining, qui ne sont même pas de l'intelligence artificielle telle qu'on l'a définie nous, mais on va profiter de ce type d'expérimentation pour la tester, si vous voulez, sur ce genre d'outils, mais il restera beaucoup à faire. Voilà un petit peu, c'est un domaine dans lequel on espère beaucoup dans les années qui viennent. Merci. On va aborder et conclure avec une dernière thématique, parce que même si on déborde un petit peu, que je vois le regard courroucé de Rémi, c'est quand même ce qu'on voulait parler du quotidien des agents. On en a beaucoup parlé ce matin aussi, avec ce débat. Voilà, qui doit s'en saisir? Est-ce que c'est pas finalement, est-ce qu'il ne faut pas l'ouvrir plutôt, d'ailleurs certains disent aux agents plutôt que de commencer par le management? Et on va revenir, alors on va essayer de faire quand même de façon succincte quelques grandes thématiques, mais peut-être là passer la parole à chacun d'entre vous. Vous choisissez un thème que vous voulez mettre en avant, mais tout ce qui peut être de l'appui à la prise de notes, à la synthèse,
à différents projets qui peuvent servir là, des techniciens, des conseillers au quotidien dans leur travail pour aller plus vite, mieux. Du côté de l'URSSAF, Carole, URSSAF, Caisse nationale du réseau d'URSSAF. Donc, nous, effectivement, on est vraiment dans cette approche d'ultra-démocratisation en considérant que tout le monde peut utiliser l'IA à son poste. On n'a pas fermé ChatGPT. Donc, s'il n'y a pas de données sensibles, les collaborateurs peuvent l'utiliser pour faire des synthèses sur des contenus qui ne sont pas sensibles. Alors après, évidemment, il y a des contenus sensibles. Donc, on est en train de développer notre chat dans un environnement souverain. Et ça nous permettra de l'utiliser dans d'autres cas, mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que pour nous, il faut vraiment démocratiser. Et même si, en fonction de l'outil, on va être sur des synthèses plus ou moins parfaites, etc., il faut mettre le pied à l'étrier. Et à la limite, c'est pas plus mal qu'on ait besoin d'un vrai regard humain pour corriger, pour ajuster les contenus, parce que c'est aussi une manière de montrer que ce n'est qu'un assistant. Et un assistant n'est pas autonome, n'est pas censé être parfait. Et ça met en évidence l'importance de ce regard critique, de cette capacité à vraiment exercer son expertise sur tous les contenus produits et à ne pas faire confiance à 100% à la machine. Donc même si les synthèses ne sont pas parfaites, nous on encourage à l'utiliser. Et donc synthèse, analyse de verbatim, reformulation de contenu, tous ces éléments-là sont des premiers cas d'usage concrets. Merci. Yannick aimait ça. Recherche d'emploi, on a parlé. Offre de recherche d'emploi. Offre de recherche d'emploi et ces cas d'usage terrain, ils remontent parce qu'en fait, on a un réseau de référents innovation. Marie Murcia, qui a copié des cousinades, elle est la meilleure ambassadrice aujourd'hui. Donc j'en profite, hein, je fais mon big up. Offre d'emploi, effectivement, analyse de CV ou rédaction de fiches fonction, même si c'est pas parce qu'on sélectionne des CV qu'on donne à l'IA le plein pouvoir sur le choix. Ça peut juste nous aider à faire un pré-tri sur la rédaction aussi, sur les métiers de la communication, la rédaction de poste, la veille, ou encore la préparation des entretiens également pour préqualifier un petit peu les questions qu'il faut poser aux candidats. Pardon. Voilà, tout ça c'est sans m'étendre parce que la passion va m'amener à faire ça 7 heures, donc je vais passer le relais à mon voisin. Oui, c'est aussi un mot de conclusion, voilà, un exemple et une conclusion. Je veux bien parler du projet de la formation professionnelle. Alors, ça ne concerne pas tous les collaborateurs, mais les tâches qui sont mobilisées peuvent concerner tous les collaborateurs, puisque la direction de la formation professionnelle, chez nous, a utilisé tout le potentiel des IA génératives pour évaluer son impact sur tout ce qui est processus d'ingénierie de formation, donc production de contenu mixant à la fois du texte, de la vidéo, du son, et de l'image. Et donc, cette expérimentation, elle s'est faite en 2023. Ils ont en fait reproduit à partir de l'IA un module de formation qui avait été fait par Lucans, qui était le module de sobriété énergétique. Et les résultats ont été plutôt concluants, puisque ils ont constaté que le temps de production était amélioré de plus de 60%, que ça stimulait la créativité par la production de storytelling pour produire des contenus, et que le contenu qui était produit était de qualité, tant sur la syntaxe de l'écrit que sur la qualité aussi des images, donc ça leur convenait. Et par conséquent, ils sont passés à la vitesse supérieure, donc ils ont mis en place en 2024 un groupe interbranche qui regroupe les acteurs de la formation professionnelle et qui vise à produire des contenus qui sont destinés à la formation. Et aujourd'hui et demain se tient à Lucans un marathon pédagogique qui vise à reproduire à partir de l'IA 2 modules de formation qui sont destinés aux salariés de la sécurité sociale. Merci. Stéphane, un mot. Alors, juste très rapidement là aussi, pour dire que, on l'a évoqué tout à l'heure, Microsoft Copilot. Donc, à la CNAF, on est dans une phase de test de Copilot avec quelques centaines de licences pour un certain nombre de personnes qui vont expérimenter. Donc, c'est un test qui est en cours, qui va durer un peu plus de 6 mois sur des thèmes. Et j'en profite pour glisser une idée, parce qu'on l'a un peu évoqué, mais en 30 secondes, c'est que quand on parlait là juste avant de réponse de qualité, en fait, il faut savoir que évaluer la qualité de l'IA générative, c'est un sujet en soi, parce que qu'est-ce que ça veut dire une réponse de qualité? Et ça, en tout cas, nous, on l'avait observé, ça veut dire qu'il faut mettre en place toute une organisation, des ateliers, des grilles de cotation
pour définir si la qualité est bonne ou pas. Et dans le test de Copilot, ça en fera aussi partie, d'évaluer la qualité de ce qui est produit. Donc c'est un point important. Et puis l'autre sujet aussi, on l'a évoqué d'ailleurs un peu dans nos échanges à déjeuner, c'est finalement qui devrait tester Copilot, sachant que nous, on a plutôt fait tester Copilot par un certain nombre de cadres, dirigeants, de managers, mais on pourrait aussi faire le choix de le faire tester par des collaborateurs sur des domaines précis opérationnels. Et il y a un peu dans les entreprises, je pense, les deux approches. Voilà. Donc c'est une question à se poser aussi, qui va tester? Merci. Jean-François, un mot de conclusion ou une idée pour la CNAM? Alors, Ou pas. pour les usages de quotidien, il y a pléthore d'idéations, propriétaires d'idées, il y a pléthore de cas d'usage. Il y a des métiers qui vont être plus concernés, comme la communication, par exemple. Là, c'est leur quotidien, leurs tâches quotidiennes qui vont être vraiment concernées par ces usages-là. Mais ils sont assez moteurs. Enfin, en tout cas, moi, je vois à la direction nationale, ils sont très, très moteurs là-dessus. Après, sur des cas d'usage très concrets, je pense à tout ce qui est transcription de PV d'instance, par exemple, où là aussi, ça émerge des personnes en charge de réaliser ces tâches qui ne sont pas tellement de valeur ajoutée, associées à des comptes rendus également, ce qui permet aussi aux représentants de repartir avec le compte rendu en direct quasiment. Donc ça, c'est des usages assez intéressants d'avoir. Après, il y en a beaucoup. Hein. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là pour laisser la place à Prism IA et à la mêlée numérique aussi qu'on remercie. Merci à vous toutes et à tous.